Bonsoir et bienvenue sur la philosophie de combat, 18e vidéo et la deuxième consacrée à une approche historique de la dialectique. Donc je m'étais arrêté à la dernière vidéo en vous parlant de la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. Donc maintenant on n'est plus dans l'art du discours, plus dans la logique formelle, on n'est plus dans la science du raisonnement. On est dans un mode de raisonnement parmi d'autres modes de raisonnement. Et donc, euh, comme j'ai pu le dire, on est dans thèse, antithèse, synthèse. On traite plus d'objets, on traite de phénomènes. Et donc, on traite d'idées pures. Et on va faire s'entrechoquer, s'opposer des idées pures dans justement l'espoir de retirer une idée nouvelle ou une idée qui va pas clore le débat, mais qui va nous amener vers quelque chose d'un peu plus universel ou d'un peu plus élevé ou d'un peu plus vrai que ce qu'on avait dit. N'oubliez pas le paradoxe de Achille et la tortue, euh, qui est Achille qui essaie d'attraper la tortue, mais là on est l'être humain qui essaie d'atteindre la vérité. Quand on atteint la vérité, elle s'éloigne et ainsi de suite. On n'atteint jamais la vérité. Mais si vous voulez, l'idée de la dialectique est toujours de s'approcher de la vérité. La dialectique du maître et de l'esclave. Alors, là que le maître n'est pas un maître assis sur son trône, un roi, un prince ou je ne sais qui, c'est le maître en tant qu'objet de pensée. Et l'esclave n'est pas je sais pas, un Africain dans les champs de coton aux États-Unis ou n'importe quel esclave, c'est l'idée de l'esclave. Comment ça se passe la dialectique du maître et de l'esclave? C'est très simple. Dans un premier temps, et là, on se rend compte qu'il y a une approche, l'histoire va commencer à rentrer dans l'approche dialectique. Dans un premier temps, deux êtres humains qui sont ni maîtres ni esclaves vont s'affronter. Et par cet affront, celui qui va gagner, c'est celui qui a le moins peur de risquer sa vie. C'est comme ça que Hegel dit, donc celui qui a le moins peur pour sa vie va aller le plus loin dans cette domination entre deux hommes, et il y en a un qui va sortir vainqueur, c'est toujours celui qui a le moins peur pour sa vie, et lui va devenir le maître, et celui qui avait peur pour sa vie et qui a arrêté de s'affronter face au maître, eh bien justement comme il veut sauver sa peau, il va devenir l'esclave. Donc le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il jouit de la vie, pendant que lui, l'esclave, il bosse. En gros, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le deuxième temps. L'esclave travaille pour le maître. Le troisième temps, c'est que à force de travailler, l'esclave acquiert une compétence, une expérience qui lui permet d'acquérir quelque chose que le maître n'aura pas. Parce que le maître, lui, sait juste jouir du travail de l'esclave, mais l'esclave, il sait faire quelque chose de plus que le maître ne sait pas savoir, ne sait pas faire. Et avec le temps, l'esclave va de plus en plus être capable de faire un travail complexe et le maître va de plus en plus être dépendant de son esclave. Jusqu'au moment où arrive un retournement où le maître ne sait plus rien faire qu'à part jouir du travail de l'esclave et l'esclave il sait tout faire. Et à partir de ce moment-là, il arrive un retournement dialectique où on ne sait plus trop qui est le maître et qui est l'esclave, et finalement, l'esclave finit par devenir le maître. Pas oublier qu'on est en 1807, la Révolution française vient juste d'arriver, et cette explication-là, qui certes est dialectique, certes parle de phénomènes, est quand même très très bien trouvée pour expliquer la Révolution française. Et donc, l'esclave finit qui connaît la nature, qui sait travailler la nature, finit par devenir le maître face à l'esclave. Et donc il y a un retournement dialectique. Et donc on se rend compte que chez Hegel, la dialectique, c'est le mouvement de l'histoire en lui-même, si vous voulez. L'histoire se construit par des oppositions dialectiques entre des maîtres et des esclaves. Entre d'autres choses aussi, mais en tout cas, là, dans l'exemple qu'il donne, c'est celui du maître et de l'esclave. Et donc il y a un mouvement des idées qui va nous permettre de nous amener vers une synthèse, et cette synthèse va nous amener à un monde nouveau où va être le processus même de l'histoire. Et donc, il y a une idée qui se glisse là-dedans, on va pas reprocher à Hegel, c'est qu'il y a une sorte de progrès. C'est-à-dire que la situation finale n'est pas tout à fait la même que
celle de base. Il y a un retournement et donc une évolution et donc l'histoire se crée de cette façon-là. On verra après quand on étudiera à fond Hegel que c'est un peu plus compliqué que ça, puisque l'esclave finit par le maître, euh, l'esclave devient le maître, puis finalement il redevient l'esclave et ainsi de suite. C'est une espèce de cercle continuel. Mais ça, on verra ça une autre fois. Et donc, l'histoire est faite par des conflits et des oppositions qui permettent des épopées et des déchéances, et donc avec une pensée dialectique, on peut changer l'histoire, puisque on peut comprendre les phénomènes de l'histoire, les phénomènes, ce mot revient, de l'histoire, et comme on peut comprendre les phénomènes de l'histoire, on peut justement expliquer ou montrer ou démontrer par un raisonnement dialectique comment va se faire l'histoire. Alors chez Hegel, la dialectique, nous on nous demande toujours la dialectique en thèse, antithèse, synthèse, mais elle est légèrement plus complexe chez Hegel. Elle est en 5 parties en réalité. C'est une position, une opposition extérieure, une unité spatiale des opposés, une division inférieure de l'unité, et une compréhension de l'identité temporelle et de lieu de soi dans l'être autre soi. C'est le vocabulaire de Hegel. C'est horrible, sauf quand on comprend ce que ça veut dire. Mais même moi, il fallait qu'on me l'explique parce que ça rentre pas Hegel. Hein. Alors en fait, il y a des positions, des différentes oppositions. Est-ce que l'homme est libre, il n'est pas libre? Il y a ceux qui vont dire oui, ceux qui vont dire non. Non, pardon, excuse-moi, il y a une thèse, il y a l'homme est libre, par exemple, une thèse. Et face à cette thèse, il y a une antithèse, une opposition extérieure. Et en fait, on va se rendre compte que dans l'idée, c'est de trouver l'unité spatiale des opposés. C'est-à-dire, alors on dit c'est le devenir, hein, mais l'unité spatiale des opposés, c'est-à-dire dans quelle unité cette opposition, elle prend forme. En tout cas, dans notre esprit. Ensuite, quand on a compris que par exemple entre le bleu, moi je préfère le bleu, mais c'est débile parce qu'il y en a qui préfèrent le rouge. Eh bien, entre le bleu et le rouge, je vais voir dans quelle unité je peux placer ce bleu et ce rouge. Et quand j'ai fait ça, je vais pouvoir expliquer qu'est-ce qui différencie le bleu du rouge. Donc je ne suis pas pour ou contre le bleu ou pour ou contre le rouge, je les place dans une unité, et quand j'ai passé dans ces unités, je peux comprendre pourquoi et d'où est né ou d'où vient cette division entre le bleu et le rouge. Pourquoi est-ce que certains ont préféré le bleu ou certains ont préféré le rouge? Et justement, quand ils sont mis dans une unité, on n'a plus à voir deux choses séparées et on les voit ensemble dans une même unité et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui divise cette unité. Et la synthèse, le moment final, c'est le moment où on va comprendre l'identité du tout. Et voilà, c'est compliqué parce que enfin comprendre la compréhension de l'identité temporelle et du lieu de soi dans l'être autre soi. Donc en gros, on va essayer de comprendre la totalité sujet-objet. Alors c'est quelque chose, ça c'est le fin de la phénoménologie de l'esprit. Mais en gros, on va essayer de dépasser cette opposition de soi dans l'être autre soi. Donc on va essayer de trouver une façon de poser le problème pour qu'on puisse le dépasser. En gros, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, on va essayer de trouver l'identité temporelle de lieu, donc l'identité de devenir, de l'être et de l'autre, ce qu'il appelle de l'être autre soi. J'ai un être qui s'oppose à lui. Quelle est l'unité, pourquoi est arrivée la division ou comment arrive la division. Et après, comprendre l'ensemble, si vous voulez, de l'être que j'avais au départ et l'être qui était différent de l'être que j'avais au départ. Voilà en gros comment on pourrait dire ça. Et donc tout ça je réunis dans une totalité sujet-objet. Donc l'idée toujours chez Hegel, très important, c'est de comprendre l'unité, voilà. On peut toujours penser que le bleu ou le rouge est meilleur quand on a réuni tout ça dans l'idée que c'était des couleurs tout simplement. Mais il faut que je comprenne la division, et quand j'ai compris la division, je dois comprendre, avoir en moi, comprendre, c'est-à-dire comme on est compris dans une liste, donc il y a mon nom sur la liste, je suis compris dans la liste, j'ai des idées, j'ai compris l'idée, elle est en moi, vous voyez, et je dois incarner en moi ou avoir en moi la totalité, et cette division n'existe plus, si vous voulez, faire disparaître la division et être au-delà, et être dans une totalité. Voilà.
c'est pas facile Hegel, hein, mais c'est ni facile à expliquer, mais avec des couleurs, vous pouvez imaginer que c'est vrai que certains vont préférer le bleu au rouge, et c'est complètement débile, puisque tout ça est dans une unité, la division, elle vient de quoi? Elle vient des pigments, alors on n'explique pas les pigments par la couleur, par les longueurs d'onde, machin, etc. Pourquoi le ciel est bleu, c'est une question de longueur d'onde, etc. Et enfin, comprendre la totalité pour la dépasser, justement. Alors par rapport à ce grand livre qu'est la phénoménologie de l'esprit de Hegel, il y en a un qui va beaucoup travailler dessus, et il va surtout prendre l'idée qui l'intéresse le plus, qui est l'opposition du maître et de l'esclave, qui s'appelle, et c'est cette personne très importante dans l'histoire de la philosophie s'appelle Karl Marx. Et Karl Marx, en 1867, il finit le Capital. Et dans le Capital, il analyse des processus économiques et leur dialectique. Cet article, il analyse des processus économiques en mouvement, parce que la dialectique est un mouvement, et un mouvement historique, on l'a vu aussi. Donc la dialectique, donc ce dont Hegel parle comme la dialectique du maître et de l'esclave, va s'incarner dans l'histoire. C'est pas juste des idées pour Marx. C'est pour ça qu'on a dit que chez Marx, ce dont il parlait, c'était le matérialisme dialectique. Hegel utilise des phénomènes, donc pas des objets matériels, mais des objets de pensée, et Marx va dire mais ces objets de pensée s'incarnent dans l'histoire. Et s'incarnent comment? Dans la lutte des classes. Et donc finalement mon opposition entre mon maître et mon esclave va s'incarner dans l'histoire par la lutte des classes. Et donc on a appelé ça le matérialisme dialectique. Alors attention, c'est pas un terme qu'il aurait utilisé lui-même, c'est comme ça qu'on a appelé sa pensée. Voilà. Donc Marx, très intéressant, on verra ça plus en détail plus tard. Ensuite, 1831, dialectique héristique, ou l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Donc là, la dialectique n'est plus utilisée tout à fait comme un art du discours, ni comme une logique formelle, ni comme la science des raisonnements, ni comme comment ils appellent ça, ni comme un mode de raisonnement, mais pour Schopenhauer, la dialectique, ça sera utilisé, un peu comme ça a pu l'être dans le passé, comme une façon de dire tout et n'importe quoi. L'art d'avoir toujours raison. Donc la dialectique devient, chez Schopenhauer en tout cas, une rhétorique. C'est-à-dire une façon de bien placer les termes du discours ou du dialogue pour qu'on puisse avoir toujours raison. Et donc, moi, j'aime pas trop parce que la confusion entre dialectique et rhétorique, j'aime pas trop parce que je trouve que la dialectique, on verra ça bien un peu plus tard, mais c'est vraiment la forme de l'échange et la rhétorique, c'est le fond, c'est comment on fait. Et donc, c'est un peu dommage de les mélanger. Mais c'est Schopenhauer, il a le droit de penser que la dialectique, on peut l'utiliser comme une rhétorique. Et donc, Schopenhauer, si les hommes étaient honnêtes, il n'y aurait pas de dialectique. Schopenhauer en distingue quelques causes qui sont en fait toutes liées. Donc, on utilise la dialectique parce que l'homme n'est pas honnête. Justement, voilà, la malhonnêteté, la vanité, le fait de parler avant de réfléchir et l'obstination dans l'erreur. Et en fait, la dialectique, au niveau du langage, là on revient bizarrement, et même tant mieux à l'art du discours. Souvent on a besoin de dialectique parce qu'on est face à des gens qui, même s'ils savent qu'ils ont tort, eh bien ils vont quand même énoncer un certain nombre de jugements, parce qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'ils sont vaniteux et qu'ils ont raison et que tout ce qu'ils disent c'est extraordinaire, intéressant, magnifique, extraordinaire. Le fait de parler avant de réfléchir, et souvent certains gens parlent sans réfléchir, mais au lieu de dire qu'ils ont eu tort, ils préfèrent dire bah non j'avais raison même si je sais que j'ai tort, même si Dieu rentre dans la pièce et me dit que j'ai tort, eh ben j'ai quand même raison. Et l'obstination dans l'erreur, bah, c'est justement la matrice de tout ça, c'est que comme on veut pas dire qu'on a tort, eh bien on dit qu'on a raison, et que nous on est les plus grands, on est plus grands, plus beaux, plus forts. Et donc, la dialectique va permettre justement de démolir les arguments de tous ceux qui parlent pour ne rien dire ou tous ceux qui parlent en disant n'importe quoi. Voilà. Donc, si on revient après 2100 ans de philosophie à ce que c'était à la base, c'est-à-dire l'art du discours. Alors maintenant, j'aimerais vous intéresser à ce que pourrait être la dialectique aujourd'hui. C'est un terme qui aujourd'hui est utilisé c'est plutôt utilisé comme on l'a fait Hegel pour réfléchir sur des objets de pensée. Moi personnellement je préfère l'idée de l'art du discours parce que s'il permet de réfléchir sur des objets de pensée, alors on peut utiliser la dialectique, ce serait plutôt pour moi tout ce qui est de l'ordre de la logique, mais bon,
disons que on va dire que c'est un mode d'échange entre deux êtres, ou c'est un mode d'échange entre deux réalités, c'est un mode d'échange entre deux objets, c'est un mode d'échange en gros. Et c'est vraiment la pureté de ce mode d'échange qu'on va essayer de travailler. Donc quand on a un raisonnement dialectique aujourd'hui, en gros on peut se dire mais quand je pense quelque chose, l'inverse est peut-être vrai. Et je connais pas les arguments. Les arguments, c'est la rhétorique qui permet de faire ça, mais c'est la façon de penser, le mode de raisonnement. C'est vraiment pour ça que c'est intéressant chez Hegel, qui va nous permettre de dire, mais là, je pense à un certain nombre de choses. Et puis finalement, si je réfléchissais un petit peu, je serais peut-être pas tout à fait d'accord. Un petit exemple personnel. J'ai vu une vidéo de Sartre sur Internet. J'ai vu la biographie de Sartre. J'ai aussi entendu le cours de Michel Onfray sur Sartre. Et à la fin, j'ai vraiment une impression horrible de Sartre, pour être honnête. Et puis je me suis mis un peu à lire L'être et le néant, ou à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il met dans L'être et le néant, etc. Alors, c'est pas forcément d'une incroyable richesse ou d'une incroyable nouveauté, Sartre, mais c'est très intéressant, et la façon de ce qu'il va dire sur l'être, son raisonnement, est aussi très intéressant. Et ben, à la base, j'aurais pu avoir un raisonnement dialectique sur moi-même en me disant, bon, il y a une thèse qui va dire Sartre est une merde, et l'autre qui va dire Sartre est un génie. Et la vérité se trouve souvent un peu les deux. Et pour m'approcher de la vérité sur ce qu'est Sartre, je dois avoir un raisonnement dialectique, je dois poser ma thèse, qui est sans doute vraie, mais poser une synthèse qui est sans doute vraie elle aussi, essayer de combiner tout ça pour arriver à une vision plus claire et une plus grande vérité de ce que peut être l'œuvre de Sartre ou la personne de Sartre. Puisque faut toujours dire, et ça c'est vraiment le b.a.-ba de la philosophie, mais je veux dire, les choses sont souvent plus compliquées qu'elles n'y paraissent, et les sens sont trompeurs, et tout ça, et donc évitons d'avoir des raisonnements, des jugements à l'emporte-pièce. On peut nous dire du mal de quelqu'un alors que cette personne est aussi bien que mal. Par exemple Nietzsche, on peut dire autant de bien que de mal de Nietzsche, et j'essaierai de montrer quand on parle de métaphysique qu'effectivement Nietzsche a deux côtés. Nietzsche très arrogant, très antidémocrate, c'est vrai, et puis il y a le Nietzsche créateur. C'est deux opposés chez Nietzsche. Créateur génial et en même temps très arrogant. Mais tout ça va ensemble. Il faut prendre le tout. Et pas s'arrêter à l'idée que Nietzsche, Sartre ou je ne sais qui seraient des connards et que les autres seraient forcément géniaux. Parce que ça me permet jamais de rien comprendre. Et le petit réflexe que vous pouvez avoir au quotidien, c'est justement la dialectique, de se dire, par exemple aujourd'hui on parle du mariage homosexuel, et bien se dire, moi je sais que je suis ni pour ni contre, et que finalement si je devais y réfléchir plus en avant, il y aurait sans doute autant d'arguments pour que contre. Donc l'idée déjà du mariage homosexuel, de s'opposer sur un sujet comme ça, c'est complètement débile. Ça sert à rien. Mais bon, le débat politique actuel est ce qu'il est, mais s'opposer sur des thèmes comme le mariage homosexuel, c'est débile. Si on faisait un peu de dialectique, il y aurait sûrement autant d'arguments pour que contre. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, ou qu'est-ce qu'on peut proposer, ou qu'est-ce qui sera meilleur dans le futur, ou etc. etc. Donc ne faisons pas moi je suis pour ou moi je suis contre, portant le jugement. Il vaut mieux avoir un raisonnement dialectique et se méfier, même se méfier de nous-mêmes, et toujours avoir un petit réflexe de rentrer dans un mode de raisonnement qui nous permet de voir un peu, de tendre un peu plus vers la réalité. Voilà. Alors la dialectique contemporaine, on va rester dans l'idée du mode de raisonnement, penser à des choses comme les rapports entre l'homme et l'animal. Par exemple, il y a un philosophe qui s'appelle Peter Singer, qui a écrit deux œuvres pour justement défendre le droit des animaux. Alors une en 1975 et une en 2005. Et dans ces œuvres de Peter Singer, il se pose la question de savoir quel est notre rapport aux animaux. Alors pareil, il prend des exemples concrets d'animaux qu'on maltraite dans les laboratoires pour des cosmétiques ou je ne sais quoi. Mais quel est le rapport entre l'homme et l'animal? C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là, surtout qu'elle va très bien dans la philosophie de la fin du XXe siècle. Eh bien, c'est intéressant de se poser aujourd'hui la question quel est notre rapport entre nous et l'animal. Il y a des déforestations, il y a tout un tas de choses que fait l'homme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on utilise les animaux dans des expériences pour notre société de consommation. Quel est notre rapport avec les animaux? Est-ce qu'il est si harmonieux que ça? Pensez par exemple à ce qui est quelque chose vraiment d'une vraie tragédie, qui est la disparition en ce moment des abeilles. Quel est notre rapport à l'abeille? Dans le sens où quel est notre rapport néfaste?
quel est notre rapport bénéfique, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quelle serait la dialectique, comment on peut raisonner pour mieux avoir une meilleure approche ou la meilleure approche qu'on a par rapport aux abeilles ou par rapport à la vie des abeilles ou ce dont les abeilles ont besoin pour leur permettre de continuer à butiner et puis à polliniser les fleurs, et c'est quand même mieux quand il y a des fleurs. Donc voilà, entre l'homme et l'animal, posons-nous des questions dialectiques. Quels sont nos modes d'échange, de dialogue et notre comportement à l'endroit des animaux, et qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'animal, et comment les deux doivent entrer dans une dialectique pour progresser, pour faire mieux, ou en tout cas mieux que ce qu'on fait maintenant. En tout cas, je sais pas comment on va faire techniquement, mais je sais que si on doit y réfléchir, il faut avoir un raisonnement dialectique. C'est pas dire l'animal est meilleur que l'homme ou l'homme est meilleur que l'animal, ça c'est des raisonnements débiles. Il faut essayer d'entrer dans une démarche dialectique. Donc je sais pas comment on va faire, mais en tout cas je sais comment il faudrait commencer, et ça serait par un raisonnement dialectique. Alors, quelque chose qui vous est peut-être plus familier à l'heure actuelle, c'est les raisonnements entre l'homme et la terre, ou l'homme et la nature. La nature pris pas comme la nature humaine, hein, mais la nature, les oiseaux, les fleurs, les arbres, etc. Comme le rapport entre les hommes et la flore. Là, avant j'ai parlé des rapports entre les hommes et la faune, et là ça serait les rapports entre les hommes et la flore, la faune et la flore. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, l'activité humaine a un impact. Est-ce qu'il est extraordinaire, magnifique, brillant, ou est-ce qu'il est nul, ou est-ce qu'il est destructeur? Je vais pas porter de jugement, mais je veux dire qu'il y a un rapport très profond entre l'homme et son environnement. Ça me paraît évident, sans oxygène on vivrait pas, donc on a forcément un rapport avec notre environnement. Eh bien, si on doit commencer à réfléchir sur des problèmes écologiques, faut pas dire la nature c'est mieux que l'homme ou l'homme c'est moins. Voilà, faut pas rentrer dans des jugements, il faut rentrer dans un processus dialectique. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce qu'un environnement durable, par exemple, et essayer de réfléchir de la façon dont on va pouvoir améliorer notre approche envers justement la nature. Alors, toujours un dialogue, échange, comportement, responsabilité. Quelles sont nos responsabilités? On peut justement, par la dialectique, on peut arriver au raisonnement qu'on va se dire, mais la nature, elle n'est pas responsable de nous, c'est nous qui sommes responsables d'elle. Et ça, c'est une vérité, et à partir de cette vérité, je vais pouvoir construire, et ainsi de suite. Par exemple, vous avez un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, qui a écrit un livre vers la fin de sa vie, donc j'ai oublié de noter le titre, excusez-moi. Ah si, ça s'appelle Le principe de responsabilité, je pense. Ou l'éthique de responsabilité, je vais voir. Voilà, excusez-moi pour cette petite imprécision, hein. Donc c'est Le principe de responsabilité, en 1979, écrit par Hans Jonas. Voilà, donc c'est un philosophe qui a écrit son livre à très tardivement, puisqu'il avait 76 ans. C'est intéressant, d'ailleurs il y aurait peut-être une idée que je lance comme ça pour ceux qui veulent travailler, mais il faut savoir que La critique de la raison pure est sans doute un des plus grands livres, voire le plus grand livre de la philosophie occidentale. Il a été écrit par Kant à l'âge de 60 ans. Il a mis 10 ans pour l'écrire, donc de 50 à 60 ans, il a travaillé sur son livre, et peut-être il y aurait travail à faire sur les livres de philosophie qui sont pas écrits vers l'âge de 27 ans, ou vers l'âge de 24 ans, ou de 30 ans, et les livres de philosophie qui sont écrits beaucoup plus tard. Bon, ça c'est une parenthèse fermée, mais c'est vrai que quand on met 10 ans ou 20 ans à écrire son livre, on n'a pas tout à fait le même livre que celui qu'on écrit en un an rapidement à la suite d'un travail. Savoir que par exemple, je sais pas comment, je crois qu'il a mis 20 ans pour écrire Le Capital, Marx, et puis les essais de Montaigne, pareil, c'est 20 ans pour l'écrire. Donc c'est vraiment, en philosophie, il y a les livres qui sont écrits en 10 ans, il y a les livres qui sont vite écrits, et c'est souvent, souvent, il y a souvent des livres qui ont mis du temps à être écrits qui sont vraiment très intéressants. En parenthèse fermée, je divague un petit peu là. C'est pas très dialectique. Donc Hans Jonas, alors le principe de responsabilité pour lui, c'est la responsabilité donc ce dont il parle, hein, c'est celle qui interdirait à l'homme d'entreprendre aucune action qui pourrait mettre en danger soit l'existence des générations futures, soit la qualité de l'existence future sur Terre. C'est pourquoi, avant d'utiliser une technique, il devrait toujours s'assurer, donc l'homme devrait toujours s'assurer, que toute éventualité apocalyptique soit exclue. Par cette prescription, Hans Jonas exige une connaissance préalable à l'agir,
Parmi les prévisions, il faut toujours accorder la préférence à la prévision pessimiste. C'est là l'humilité de la sagesse technologique, d'où le principe de précaution. Donc voilà le principe de précaution qui est là partout tout le temps, voilà. Et là justement pour nous poser la question, mais si demain on se met à produire des armes de destruction vraiment massives ou des choses, ouais, des réacteurs à fusion, enfin il y a un principe de se dire attention, la technologie que crée l'homme a un pouvoir de destruction, qui soit la pollution ou d'autres pouvoirs de destruction. Il faut réfléchir avant d'avancer trop rapidement pour éviter d'avoir des docteurs maboules, c'est-à-dire ouais, ou des mecs qui risquent de mettre la Terre en danger, style Doctor Strangelove. Hein. Doctor Strangelove, c'est en gros l'histoire c'est un film, hein, c'est l'histoire en gros d'une machination qui est réalisée par un Docteur Strangelove qui est là en gros pour que les Américains et les Russes se détruisent la planète à coups de bombe atomique pour que l'humanité, alors ça c'est vraiment dans Docteur Strangelove à la fin, en gros c'est l'humanité puisse sortir des bunkers, etc. et avoir en gros qu'il y ait une nation de nobles et des esclaves. Donc en gros pour lui c'est on détruit la planète pour devenir des maîtres et qu'il y ait des esclaves et pour avoir des esclaves et notamment des esclaves sexuels. Donc il y a vraiment tout un délire dans ce truc-là. Et donc plutôt que d'avoir des docteurs maboules qui vont utiliser la science pour leur délire personnel, plutôt avoir un principe de précaution, c'est quand même mieux. Euh, voilà. Sachez que le monde de la technique, c'est quelque chose qu'on verra quand je parlerai de Kant et surtout de Heidegger et de Sartre. Parce que le monde de la technique, c'est quelque chose qui, notamment le monde du progrès, c'est quelque chose qui est vraiment dans la philosophie contemporaine et qu'il va falloir comprendre pour bien comprendre le monde actuel. Enfin, pour finir, sur d'autres idées de dialectique contemporaine, par exemple la dialectique entre la France et l'Allemagne, par exemple, penser nos rapports diplomatiques avec l'Allemagne. Euh, comment, d'accord, il y a la France, ok, c'est un certain nombre de choses, il y a l'Allemagne, mais pas comme le pays, mais comme l'objet de pensée qu'est l'Allemagne, l'objet de pensée qu'est la France, et comment ces deux-là peuvent faire mieux, aller le plus loin, être ensemble par une sorte de dialectique, d'échange, de processus de dialogue constructif, euh, essayer de devenir pas une nation une et indivisible, mais plutôt une puissance ou une puissance géopolitique qui serait plus à même de gérer ou de mieux gérer les problèmes de la planète. C'est des choses qu'on peut se penser. C'est vrai que dans le monde actuel, on peut pas faire grand chose si on n'a pas des alliés autour de soi, et c'est l'allié le plus évident. Enfin, faut espérer que ça continue à être comme ça, mais un de nos alliés qui pourrait être l'un de nos meilleurs alliés, c'est l'Allemagne. Et donc, penser à ça, et est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de dire la France c'est mieux ou l'Allemagne c'est mieux, c'est pas comme ça que ça marche, c'est quelle serait la dialectique franco-allemande, et par extension, on pourrait dire quelle serait la dialectique européenne, c'est-à-dire comment à 27 on va pouvoir avoir un dialogue qui va permettre de mieux nous construire. Et je sais pas s'il faut dire que l'Espagne c'est mieux, ou la Grèce c'est mieux, ou l'Allemagne c'est mieux que la Grèce, ou l'Angleterre c'est mieux que la France, etc. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je pense que c'est en ayant un esprit dialectique et en essayant de mixer un peu euh, une solution qui nous permettrait de dépasser justement toutes nos contradictions, etc. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si ça marche, mais en tout cas l'idée ça serait ça. Et la matérialisation de ce processus de pensée, c'est l'Union européenne justement. On a voulu l'Union européenne pour éviter qu'un imbécile dise que la France c'est mieux que l'Allemagne et qu'il faut les détruire les Allemands. Non, il faut surtout pas faire ça. L'histoire nous a justement montré qu'il fallait surtout pas rentrer en guerre avec les Allemands. Il faut être dans un processus dialectique, dans un échange politique, etc. Bon, il se trouve qu'en Europe, ça, c'est un processus en cours, voilà. Donc réfléchissez de manière dialectique, plutôt de dire que la France c'est mieux que l'Allemagne ou que, etc. On peut dire qu'il faut sortir de la zone euro, on peut tout envisager, mais envisageons-le de manière dialectique. Envisageons-le de manière à ce que il y ait une réflexion réelle et qu'on n'ait pas juste son petit intérêt, mais qu'on ait un intérêt global. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu l'histoire de la dialectique. Il y aurait évidemment, si je commence à m'étendre sur tous les sujets que j'ai pu aborder, eh bien on n'en finit jamais.
il faut bien en finir quelque part. Et puis je pense que maintenant on va pouvoir passer à la suite, qui est l'art du discours et du dialogue, et je vais parler justement de qu'est-ce qu'on cherche par le discours, quelles sont les méthodes et ce genre de choses. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette approche historique de la dialectique. Je remercie à tous ceux qui laissent des commentaires, ça me permet de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant et qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Et puis je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt, j'espère. Voilà, au revoir.